Bientôt dans les chroniques de Jenny John, notre invité est d'origine haïtienne, reconnu comme l'un des meilleurs sprinters du monde. Il a joué un rôle déterminant lors d'un des moments sportifs les plus importants du Canada en aidant son équipe à remporter la médaille d'or en 1996. Il a été intronisé au Temple de la renommée du Canada en 2010. Entrepreneur, motivateur, conférencier, philanthrope, on vous présente celui qu'on surnomme le lion tranquille, Bruni Surin. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans les chroniques de Jenny June, on vous présente une personnalité très inspirante et persévérante. Donc, notre invité a participé 4 fois aux Jeux olympiques, a remporté le championnat aux Jeux olympiques en 1996, est reconnu comme le 7e sprinter au 100 mètres le plus rapide du monde, a été intronisé au Temple de la renommée. Donc aujourd'hui, on a l'honneur de vous présenter Monsieur Bruni Surin. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Surin, comment est? Non, vous-même. Très bien, merci. Avant tout, merci Monsieur Surin d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir trouvé du temps dans ton horaire chargé. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, dans les chroniques de Jenny June, on aimerait apprendre à vous connaître. Donc, on entend souvent parler du lion tranquille, mais on ne connaît pas vraiment le lionceau. Donc, on sait que vous avez immigré au Canada vers l'âge de 7 ans avec vos parents. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre intégration, vos premières années au Canada? Ben, ça s'est très bien passé. C'est sûr qu'on est arrivé en plein hiver, au mois de janvier. Ça a été vraiment un choc culturel. C'est la première fois que je voyais la neige et tout ça, ça m'a vraiment marqué. Je pense que je me suis bien intégré dans la société québécoise, canadienne. Puis de là, bon, il y a eu plein d'opportunités. Puis moi, j'ai saisi les opportunités. C'est sûr que le sport a toujours fait partie de ma vie, même en Haïti. Évidemment, en Haïti, c'était le soccer, le football. Oui. Puis, bon, quand je suis arrivé ici, bon, un de mes cours préférés, c'était éducation physique. Je me rappelle encore. Puis après ça, plus tard, il y a eu un rêve qui a été de participer aux Jeux olympiques à l'âge de 17 ans. J'étais dans le quartier Saint-Michel ici. C'est là que le rêve a commencé. Bien qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui croyaient en ce rêve-là. Je me suis accroché, j'ai travaillé fort, j'ai persévéré. Puis j'ai réalisé mon rêve ultime. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens, c'est quelque chose que j'aime faire aussi, un de mes chapeaux. Je suis conférencier, je vais dans les écoles parler aux jeunes, de leur dire justement l'importance d'avoir un rêve, de s'accrocher, de croire en soi. Puis pour moi, tout est réalisable. OK. Donc, vous nous dites qu'on ne croyait pas vraiment dans vos rêves. Est-ce que vous parlez de vos parents, de vos amis, Ben, ça a été je pourrais vous dire, c'est 80, pas mal, un bon 98-99% des gens. Puis qu'est-ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui j'ai 53 ans. Puis en faisant le tour, que ce soit dans les écoles primaires, secondaires, universitaires, dans les entreprises et tout ça, je parle beaucoup aux gens. J'aime savoir les gens, c'est quoi leur état d'esprit à eux, où est-ce qu'ils s'en vont, c'est quoi leur rêve et tout ça. Puis il y en a beaucoup encore qui se font dire qui sont pas capables. Il y en a beaucoup qui ont leur objectif, leur rêve, puis d'autres gens vont leur dire que, ben écoute, tu rêves en couleur et tout ça. Ça, c'est quelque chose que je peux pas dire que c'est 50% de la population, de la société, tout ça. Je sais pas c'est quoi les pourcentages, mais je trouve ça
dommage. Puis malheureusement, il y en a beaucoup qui, pour moi, qui abandonnent justement leurs rêves quand ils entendent des trucs négatifs qui ça leur empêche d'avancer. Oui. Il y en a beaucoup qui n'osent même pas parce qu'ils vont penser la critique des gens, qu'est-ce que les gens vont penser et tout ça. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Mais moi, dans mon cas, c'est 98-99% des gens qui le disaient. Parce que la réalité, c'était, bon, j'avais pas d'argent, oui, j'avais pas d'argent. J'avais pas de sous. J'avais pas d'argent pour payer mes voyages, pour faire des compétitions et tout ça. Donc, les gens voyaient que ça. Oui. Donc, t'as pas de sous, t'as pas de trucs, m'ont dit, automatiquement, oublie ton rêve, tu vas pas réussir. Mais moi, je dis, dans n'importe quelle situation qu'on est, on peut sortir de ça. Puis moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Puis je dis aux gens, je suis pas meilleur que vous. Je suis pas meilleur que personne là. Mais moi, j'étais dans une situation vraiment difficile. Ben, si moi, j'ai pu me sortir de là, ben, tout le monde peut. Puis ça, je le dis avec toute modestie. Puis j'en ai, comme on dit là, en parenthèse, j'en ai bavé. OK. C'était pas facile. Mais est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette période-là? Comment vous avez fait justement pour vous en sortir? J'étais frappé aux portes. Je dis, bah, écoute, j'ai pas de sous. J'ai été voir les entreprises. Puis, ben, je veux dire, écoute, j'aimerais participer aux Jeux Olympiques. J'ai pas d'argent pour m'acheter de l'équipement sportif et tout ça. Pouvez-vous m'aider? Puis en retour, je pourrais mettre le nom de votre entreprise sur mon chandail. Je vais vous représenter. Je suis là, je suis motivé, whatever. Parce que je dis aux gens, on a tous quelque chose à vendre. On a tous un produit à et tout ça. Donc, c'est d'être convaincant, c'est de vendre son produit, de vendre son rêve. Puis moi, ça a été ça. Mon rêve, moi, c'était courir plus vite que mon idole, courir plus vite, aller aux Jeux Olympiques et ainsi de suite. Moi, c'était ça mon rêve. Puis il y a des gens qui m'ont donné une chance. La première fois que j'ai eu une petite aide, j'étais au restaurant. Puis le propriétaire, j'allais sortir parce que je pensais que ça n'allait pas fonctionner. Il m'a rappelé, il m'a fait un chèque de 500 $. Là, j'ai comme, OK, yes. Puis j'ai continué à frapper aux portes. Puis après ça, j'ai eu un premier commanditaire. Puis après ça, un deuxième commanditaire. Puis c'est comme ça qu'on va. Parce que si j'avais pas fait ça, je serais peut-être en train de me dire, comme la société m'a dit, bah écoute, je serais resté chez moi à regarder le plafond. Là. Oui. Il faut pas. Ça prend beaucoup de courage et de détermination. Exactement. Exact. Ouais. Donc, le sport a toujours fait partie de votre vie, comme vous nous l'avez dit. Comment a été vos débuts dans l'athlétisme? Vous avez commencé plus tard, hein, de ce que vous avez dit. Mais l'athlétisme, si on compare ça en général, bon, les gens plus tard qui font les Jeux Olympiques et ainsi de suite, commencent plus tôt, vont commencer vers 12, 13, 14 ans, whatever. Moi, j'ai commencé plus vers fin de 17 ans, 18 ans. Pourquoi? Parce qu'au secondaire, j'ai fait mon 1-2 à Lucien Pagé et 3-4-5 à Louis-Joseph Papineau. Mon sport, c'était le basket. Sport d'équipe, après l'école, tous les amis, on se rassemblait, on pratiquait, on allait faire les tournois ensemble et tout ça. C'était le fun. Moi, c'était mon sport. Mais dès secondaire 1, à chaque fin d'année scolaire, on avait les compétitions d'athlétisme. Là, comme genre 2-3 semaines avant ces jeux-là, notre professeur d'éducation physique nous montrait comment courir, comment sauter et ainsi de suite. Et on allait aux compétitions. Là, la première année, un entraîneur qui était sur l'équipe nationale m'a vu compétitionner. C'était en triple saut, sur longueur. Puis il m'a dit, écoute, j'ai détecté un talent en 3. Voici ma carte, appelle-moi, viens dans mon club, je veux t'entraîner. J'ai pris sa carte, j'ai jamais appelé. Parce que moi, ça ne m'intéressait pas. Non. Mais cet entraîneur-là, c'est qu'à chaque année, il revenait me voir. Chaque année. Jusqu'en secondaire 5. Mais c'est là qu'en secondaire 5, que j'ai vu à la télévision mon idole, Carl Lewis, j'ai vu les Jeux Olympiques. C'est là que il y a eu cet élément déclencheur-là. Et c'est tout de suite après ça, j'ai commencé à m'entraîner avec l'entraîneur, voilà 5 ans avant qu'il avait essayé de me recruter. Et on a commencé comme ça. Ouais. Monsieur Surin, diriez-vous que le fait que votre carrière a commencé un petit peu plus tard que la norme
aurait pu constituer un obstacle dans votre cheminement? Moi, des fois, je me pose la question. Je ne pense pas. Parce que, dans le fond, il y a d'autres jeunes ou de jeunes athlètes qui ont commencé beaucoup plus tôt aussi, par exemple à 12, 13, 14 ans. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avec tellement d'années, un moment donné, ces athlètes-là, vers 18, 19 ans, ils décrochent. OK. Fait que je me dis, peut-être que oui, ça a été bien que je fasse d'autres sports. J'ai quand même une bonne base, le saut, l'impulsion et tout. Puis après ça, j'ai fait la transition en athlétisme. Pour moi, ça a été bénéfique pour moi. Mais je ne sais pas si j'avais commencé plus tôt, s'il y aurait eu vraiment d'impact ou en termes de performance aussi et tout. Je ne sais pas. Ouais. OK. Puis aussi, dites-nous, est-ce que, donc, vous dites que vous n'avez pas vraiment eu le support de votre entourage. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné à abandonner? J'ai jamais pensé à abandonner. Moi, ce que j'ai toujours, très jeune, j'ai toujours appris, justement, tu commences quelque chose, tu le termines. Puis je me rappelle très bien quand je suis arrivé au Québec, justement à l'âge de 7 ans, c'est que mes parents sont venus une année avant nous au Québec, commencer à travailler. Puis c'est un an plus tard que mon père seulement est allé retourner en Haïti, me chercher avec mes deux sœurs. Puis quand je suis arrivé au Québec en plein hiver, tout ça, j'arrive à la maison, ça faisait un an que je n'avais pas vu ma mère. Puis tout ça, je me rappelle encore, l'une des premières choses qu'elle m'a dites, c'est que ici, tu as toutes les opportunités devant toi. Tu as toutes les opportunités devant toi, il s'agit de toi. Puis n'oublie jamais quelque chose, dans la vie, il n'y a pas de raccourci. Donc ça veut dire que le chemin que tu vas vouloir prendre, ne triche pas, reste là. Moi, j'ai grandi comme ça. Moi, j'ai dit, écoute, ouais, ok, j'ai toutes les opportunités devant moi ici, je vais aller les saisir. Puis aujourd'hui, je me dis, écoute, moi, j'ai des rêves, là, j'ai des objectifs, c'est fou. Je suis impliqué dans la... Puis moi, j'ai de la difficulté à concevoir quelqu'un qui me dit, bah, j'ai pas de rêve, je suis pas motivé. Comment tu n'es pas motivé? Tu as tout ça, tu as toute cette opportunité-là ici, tu as toute cette richesse-là, puis tu me dis que tu n'es pas motivé, whatever. Moi, ça me rentre pas. Moi, des fois, je me dis, j'ai trop de trucs que je veux faire. J'ai les yeux toujours comme ça, je me réveille le matin, puis je suis prête à partir. Puis moi, c'est ça que je me suis toujours dit, même quand j'étais athlète, il y a des choses que j'ai été chercher comme outils. Des entraîneurs qui m'ont appris, que j'ai appliqué quand on parle de persévérance et tout ça, puis je vois que ça fonctionne. Il n'y a pas de recette miracle, c'est le travail. C'est le travail, persévérance, croire en soi, puis go. Un de mes slogans, c'est go get it. Tu me parles de ton rêve, ok, go, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, il n'y a pas de problème. C'est ça, donc les ressources sont là, il faut aller les chercher. Puis aussi, on dirait que pour toi, 24 heures dans une journée, c'est pas assez. C'est pas assez. Il t'en faudrait plus. Ouais, ah ouais, ah non, c'est clair. Mais écoute, je veux dire, j'ai voyagé beaucoup, puis je me dis, on est bien ici. Puis les opportunités, c'est pas ça qui manque. Puis une question à toutes mes conférences, sans exception, toutes mes conférences que je vais faire, puis j'en fais toutes les semaines. Puis je demande à l'auditoire, je demande aux gens, c'est quoi ton rêve, toi? Ça, c'est quelque chose que ça me passionne. Puis j'aime entendre les réponses des gens. Puis quelque chose qui m'avait choqué un moment donné, c'est que j'ai remarqué que des fois, les gens ont peur justement de le dire. Oui. De le dire. Oui. Je ne comprenais pas. Puis c'est en demandant aux gens, justement, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit quand je vous ai posé la question devant tout le monde? Je ne vais pas me faire rire de moi. Ouais. Qu'est-ce que les gens vont penser? Tu t'en fous, qu'est-ce que les gens vont penser? Tu y vas. Puis pour moi, le fait de le dire ouvertement, c'est un statement. Okay. C'est comme, c'est là que je m'en vais. Tu peux rire si tu veux. Moi, ça ne me dérange pas. Tes mauvaises critiques, je m'en fous. Moi, où est-ce que je m'en vais là? Je m'en vais là. Tu veux rire de moi? À la fin, c'est moi qui vais rire. Bon. Point à la ligne. Point à la ligne. On aime c'est tout. Ça.
Ta victoire en 1996 a marqué l'histoire. Vous êtes devenu l'un des hommes les plus rapides du monde. Comment s'est passée cette journée? Comment vous vous êtes senti? Le matin, en vous réveillant, vous vous êtes pas dit, ben, je vais être l'un des hommes les plus rapides du monde. Ça s'est passé, tu sais quoi? Je veux pas que ça a l'air trop farfelu ou quoi que ce soit. C'est, tu vois, pour moi, comment je vois ça, la vie, dans le fond, on est maître de notre destinée. Tu vois, c'est pour ça que je dis, ben, c'est quoi ton rêve? Puis tu t'affirmes. Puis il y a quelque chose qu'un entraîneur m'a appris à l'âge de 17 ans, justement. Mon premier entraîneur, il m'a appris la visualisation. Visualisation, c'est quoi? C'est de te voir réaliser ce rêve-là. Puis de plus en plus que tu vas faire ton propre film. Moi, c'était courir. Je me voyais au début, ben non, ça se peut pas, je peux pas gagner. Là, tu recommençais. Puis qu'est-ce que ça fait un moment donné? C'est comme, oh, tu te vois courir dans ta tête, tu gagnes. Là, ce sentiment-là, tu deviens, t'es content, whatever, mais tu as un travail physique aussi à faire. Puis le déroulement, après, quand tu arrives à la réalisation, c'est comme, il n'y a rien là. OK. Parce que c'est normal. Vous voulez jouer plusieurs fois Ouais. dans la tête, c'est Ouais, comme... c'est comme tu arrives là, oui, qui c'est devait gros, se passer. whatever, c'est ça qui devait se passer. C'est ça, parce que tu l'as tellement fait, tu as fait le travail aussi, tu as persévéré, puis bon, voilà. C'est dans tout. C'est dans tout. Il n'y a pas de secret. Mais oui, pour répondre à ta question spécifiquement, Ouais. que oui, on était là, on est arrivé, puis je me rappelle encore les 4 en équipe avant d'entrer au stade, on s'est regardé dans les yeux. We're going to kick ass. Bon. We're going to kick ass. That's it. Et quand on a terminé, c'est comme, yes, On l'a fait. on l'a fait. Ouais. On a fait ce qu'on est venu faire. Exactement. Ouais. C'est ça, C'est exactement. super. Exactement. Ouais. Vous avez aussi été intronisé au Temple de la Renommée. Wow! Quelle distinction! Parlez-nous un peu de cette expérience. Mais ça, c'était l'intronisation. C'est pour nous, c'est quoi? Ça veut dire, bah, écoute, il y a des gens, organismes qui ont vu le travail, puis qu'on a été récompensé par ça. C'est sûr que mon but, c'est pas de dire, bah, je vais être récompensé, ou whatever, mais c'est de se dire, ben, écoute, tu vois que le travail que tu as fait, les gens reconnaissent ça, la reconnaissance, c'est flatteur, ça se prend bien. Puis aujourd'hui, je me dis encore, la médaille d'or qu'on a gagnée en 96, ça fait quoi, 24 ans? Puis les gens me parlent encore de ça. Oui. On parle encore. Vous êtes passé à C'est l'histoire. comme wow là. Ouais. Puis moi je dis que j'ai fait partie de cette équipe-là. C'était wow. Puis en termes individuels, 15 ans plus tard, après le rêve que j'ai eu, qui s'est passé dans, justement, comme les gens me le disaient, ouais, quartier difficile, t'as pas d'argent, whatever, mais le rêve était là, puis j'ai été après, puis je l'ai dit ouvertement aussi, ce que j'encourage les gens à faire. Puis 15 ans plus tard, championnat du monde, que j'étais devenu le deuxième, dans ce temps-là, qui était le deuxième le plus rapide de tous les temps. Oui. Quand j'ai réalisé ça, mon corps s'est mis à trembler. Oh. Je tremblais, c'est fou. Puis ça, il y a eu un film aussi qui est arrivé dans ma tête tout subitement. Je me revoyais justement à l'âge de 17 ans. Je regardais, j'entendais les gens qui me disaient, bon, impossible, tu rêves en couleur, sois réaliste. Je voyais les visages des gens qui riaient de moi. Je voyais le visage des gens que, au lieu des fois de prendre ma main puis d'essayer de m'aider, mais d'autres gens qui, Oui. c'était comme ça. Je les voyais, c'est pas grave. Puis 15 ans plus tard, je me suis dit, waouh, c'est fait. Oui. C'est fait. Mais on aimerait savoir, parce que des fois, c'est surtout les gens qui sont les plus proches de nous qui, malheureusement, ne croient pas en nos capacités. Est-ce que, je sais que on en a parlé quand même, est-ce que tu as eu le support, le soutien de ta famille
Ouais. Mais ma famille, surtout ma mère, quand j'y pense, là, ma mère m'a jamais vu courir Non. live. Elle n'était pas capable. C'était Stress incroyable. Pour vite. Ouais, ouais. Non, vraiment. Des fois, elle allait au stade, puis qu'on disait à vos marques prêts, puis elle était capable. Elle court trop vite. Elle était pas Elle capable et restait tout ça. bien, Non, non, elle touchait pas les cheveux. c'est stressant. Puis ça, j'ai compris ça aussi par après aussi, parce que j'ai des filles. Oui. Puis quand elle allait dans les compétitions, puis j'ai dit, ok, je comprends ma mère maintenant, tout ça. Mais au début, elle voulait pas trop. Parce qu'au début, c'était, ah, tu vas te blesser. C'est toujours ça. Tu vas te blesser, concentre-toi sur tes études, et puis tout ça, ta. Puis à un moment donné, c'est comme, je suis allé dans une compétition, puis je suis retourné à la maison avec 4 médailles. Bon. Puis j'ai fait ça à ma mère. J'ai dit, maman, regarde. Là, t'es comme, ah ouais, félicitations. J'ai dit, tu vois ça, c'est ça que je veux vraiment faire. Puis c'est là qu'il y a eu une ouverture après. OK. Mais il y avait toujours cette inquiétude-là. Puis c'est pour ça, des fois, quand je me blessais à l'entraînement ou à compétition, je cachais. Mais Mais des fois, je voyais à la télévision. Oui. Dis arrête. C'est juste ce côté-là. Oui, mais sinon, oui, j'ai eu le support par après. Quand j'ai vraiment dit, c'est ça mon rêve, l'ouverture était là. Ouais. Vous voilà plusieurs années plus tard, retraité de l'athlétisme, mais encore plus actif. Donc, vous êtes entrepreneur, un conférencier motivateur, vous avez une ligne de vêtements, une fondation, la fondation Brunet-Surin, et vous êtes aussi dans l'immobilier. On dirait que vous n'avez pas pris de pause entre votre carrière d'athlétisme et l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous pousse à avancer? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui me motive? Toutes les passions que j'ai. Moi, tout ce que je touche, je veux réussir. Et pour réussir, il faut travailler. Et oui, je travaille très fort. Je ne suis pas là pour me vanter ou quoi que ce soit. Comme je dis, tout le monde, on a tous les mêmes capacités. Je suis pas... C'est ça. Mais moi, j'ai beaucoup de passion. Puis il n'y a aucune de mes passions qui sont là que je veux abandonner. Que je vais dire 10 ans plus tard, oh, j'aurais dû faire tel projet ou tel projet ou tel projet. Je ne suis pas tout seul. Il faut savoir s'entourer. Il faut savoir bien s'entourer d'une équipe. Puis moi, c'est ça. Des fois en conférence, je pose la question, je dis, je ne suis pas designer. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai toujours adoré la mode. Puis quand j'analysais, je dis, ok, mais ça vient de ma mère. Ma mère était couturière. Moi, quand j'allais à l'école, ma mère me confectionnait mes trucs. Il fallait que ça soit parfait, il fallait que ça soit bien repassé. Il y avait une petite tache, tu te retournes, te changer, tout ça. J'ai grandi avec ça. Les premières journées à l'école, au secondaire, mes amis m'appelaient le pasteur. Là. Parce que moi, première journée d'école, là, j'avais mon costume. Là. J'avais mon costume, ma cravate. Mes amis étaient comme, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit non, première journée d'école, il faut être impeccable et tout ça. J'ai grandi avec ça. Puis après ça, quand j'ai fait du sport, moi, je voulais toujours que ça soit agencé, tout ça. J'ai eu la chance d'être commandité par la plus grosse firme au monde de sport, Nike. Puis c'est comme, waouh! Puis à un moment donné, le rêve a été, je vais avoir une collection de vêtements. Je vais avoir une collection de vêtements. Puis ça a commencé où? Ça a commencé chez Nike. À la maison mère de Nike. J'étais assis avec les designers. C'est là qu'on parlait de couleurs, de tissus, comment c'est fait, le confort et tout. J'ai adoré ça. Là, je me suis dit, je savais qu'il me restait à peu près 2-3 ans encore en compétition. Puis après ça, j'allais prendre ma retraite. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'encourage toujours les gens à faire? C'est quoi ton rêve? C'est quoi tu veux? Je l'ai dit ouvertement encore. Moi, ma retraite, je vais avoir une collection de vêtements. Je visualise ça, je dis ça va se faire. Et ça s'est fait. C'est pas magique. Tu vas chercher les bonnes personnes, tu vas chercher les talents, tu t'entoures, tu vends ton idée, comme je parlais tantôt. That's it. C'est tout. Ça a l'air si simple, oui. Mais c'est ça. Il faut l'affirmer. Il faut l'affirmer. Aujourd'hui, j'ai un coach. J'ai un coach en avant. Puis il disait la même chose. C'est, t'as ton rêve, tu fais ta visualisation, tu fais ton plan.
persévérance, après, succès. That's it. Là, il me dit, commencez pas à me sortir ou excuse. Ouais. Excuse. J'ai pas d'argent, j'ai pas assez, c'est pas le bon timing. Excuse. Tout ça, parle-moi même pas de ça. Dis-moi le first step. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça que je veux entendre. Vous voilà plusieurs années plus tard, retraité de l'athlétisme et encore plus actif. Donc, vous êtes entrepreneur, un conférencier motivateur, vous avez une ligne de vêtements, une fondation, la fondation Brunet-Surin, et vous êtes aussi dans l'immobilier. On dirait que vous n'avez pas pris de pause entre votre carrière d'athlétisme et l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous pousse à avancer? Qu'est-ce qui vous motive? J'aime pousser. Oui. J'aime pousser les gens, parce que moi j'ai été poussé. Oui. Des fois les gens, des fois t'es sévère. Je dis sévère, c'est la vie. Tu veux des cadeaux? Non. Tu restes chez toi puis ça va tomber comme ça? Non. Push. C'est fou. Moi je me pousse tout le temps. Puis je pousse les autres. Puis un moment donné, il y a un ami dans un domaine quelconque que à 3 reprises il me parlait plus. Non? Tu me pousses. Ok, fin. Si tu veux que je te dise ok t'es beau, t'es fin, tu fais tes petites affaires tranquilles, je suis pas ton ami. Tu veux que je te dise la vérité? La vérité c'est ça. Éthique de travail encore plus. Tac. Tu l'acceptes pas? Ok, mais moi je te dis les vraies affaires. Mais à un moment donné, cette personne-là m'a dit au moins une vingtaine de fois, sans exagérer. Je m'excuse. Oh. T'avais raison. Mais c'est ça là. Puis moi j'aime ça voir surtout quand je parle aux jeunes, voir les jeunes évoluer. Puis ceux justement qui n'ont pas de limite, essayer de les voir après là. Quand je vois ça, j'étais comme waouh, mais c'est ça. C'est ça. Si on peut tout avoir ce mindset-là, c'est fou. Le mindset de motiver les autres. Mindset de motiver les autres, le mindset de se dire oui, on est capable, pourquoi pas? Je suis capable. Mais c'est sûr que le côté danger des fois, c'est que si tu es trop influence, tu entends des trucs, est-ce que je peux vraiment? Puis après ça, tu continues avec le doute tout le temps, tous les jours, là ça peut être dangereux. Quand tu as ce petit doute-là, tasse-le, enlève-le de toi, enlève-le de tes pensées. Bien s'entourer aussi est très important. Donc, vous avez une fondation, la Fondation Brunet-Surin, qui fait la promotion d'un mode de vie sain et aussi qui encadre les jeunes pour éviter qu'ils fassent le décrochage. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus de la mission de votre fondation? Oui, la fondation, je l'ai créée tout de suite avant que je prenne ma retraite. Parce que je m'étais dit, tu te rappelles au début, je vous disais que quand j'avais ce rêve-là, j'avais pas d'argent et tout ça. Puis bon, après ça, il y a eu des gens qui m'ont aidé, ainsi de suite. Puis j'ai eu une super belle carrière. Puis je me suis dit, encore aujourd'hui, il y a des jeunes qui se retrouvent dans la même situation que moi. Et puis moi, la vie m'a tellement donné et continue à me donner. Et je pourrais pas vivre, je pourrais pas être à l'aise avec moi-même, de dire que moi j'ai mes affaires, puis les autres, les jeunes et tout ça, débrouillez-vous, moi c'est pas de mes problèmes. Puis moi je voulais comme faire mon grain de sel, puis là je dis, je vais créer ma fondation. C'est ça que je fais depuis 20 ans. Puis heureusement, jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on a fait nos événements, ça a toujours été sold out. Ça a été vraiment un succès. Puis moi je suis à l'aise avec ça, je suis content. Et vous prêchez par l'exemple. Vos 2 filles font du sport et il y en a même une qui a suivi vos traces, qui fait de l'athlétisme. Comment on se sent? Comment est votre cœur de père en les voyant? Ouf, quand je la vois courir, justement, c'est ça que je disais tout à l'heure, mon cœur, c'est fou parce que tu veux que tes jeunes réussissent, tu veux qu'ils soient
épanouie et tout ça. Mais quand je la vois faire des compétitions, tu vous vois quand même. puis je sais que c'est pas facile non plus. C'est comme je disais tantôt, il n'y a pas de cadeau, il faut travailler fort. Puis elle travaille fort et tout ça. Puis moi, les valeurs, c'est ça que je les ai appris. C'est justement, tu as ton objectif, tu travailles très fort. Présentement, elle est en Europe, là, elle est en France. Parce qu'elle peut s'entraîner, pas de restrictions trop là-bas, tout ça. Okay. Elle a un groupe justement de gens qui peuvent l'aider aussi. On parlait de s'entourer, mais c'est ça qui est difficile, oui. Il y a 99,9% qu'on ne la voit pas pour les fêtes. Oui. Si elle est en Europe, effectivement. C'est ça. Mais elle, c'est comme. Moi, mon mindset, c'est comme je veux participer aux Jeux Olympiques, c'est ça, j'ai mon truc. Laisse-toi pas déranger. C'est difficile pour moi, c'est difficile pour elle, mais si on parle de sacrifice aussi, c'est ça. Parce qu'elle peut dire, bah, écoute, oublie l'entraînement, je reviens voir ma famille et tout ça. Mais tu as une mission, là. Faut garder le cap. Ouais, on n'a pas le choix. Monsieur Surin, pour conclure, en cette période difficile où beaucoup de gens, beaucoup de jeunes ont dû mettre leurs rêves sur la glace ou ont perdu le fruit de travail de toute une vie, est-ce que vous aurez un message d'espoir, un message d'encouragement pour ces gens-là? Moi, un message que j'aime dire, j'aime poser la question, c'est de dire à ce jeune-là, mais qu'est-ce qui te fait triper? Il y a sûrement quelque chose qui te fait triper, là. T'es vivant ou non? Si t'es vivant, il y a sûrement quelque chose qui te fait triper. Puis des fois, tu vas dire, ah, ok, ouais, ok, ouais. Puis en faisant cet exercice-là, là, tu vas dire, ok, mais qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait triper? Mais c'est qui, moi? Apprendre à se connaître. Puis en faisant ça, on va trouver quelque chose. Moi, je trouve que des fois, on ne prend pas le temps, justement, de se dire, ben, écoute, c'est quoi que je veux vraiment? Pourquoi je le veux? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça peut apporter à la société? Pourquoi ça? Mais souvent, on ne fait pas ça. Ça, c'est avec toute modestie. J'ai déjà parlé avec une dame, justement, après une conférence. Elle me dit, ah ouais, Brené, c'est bon, là. Mais moi j'en ai pas de rêve. Okay. J'ai posé la question. Qu'est-ce qui te fait triper? J'ai discuté avec elle pendant 2 minutes. Je vous le jure. Ok, je sais. Mais prenez le temps. La vie va vite, c'est vrai, la vie va vite. Mais prenez un temps de recul. Méditation. J'en fais plusieurs fois par semaine. Je me lève le matin tôt. Tac, ok. On prend le temps là. C'est calme. Ok. Où est-ce que je suis aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que je suis satisfait? Où est-ce que je peux m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je suis en équilibre? Trouver cet équilibre-là. Puis après ça, tu prends des décisions. Tac, tac, tac. Ça va t'amener ailleurs. Ça va te guider. Mais si tu ne prends pas ce moment-là, puis c'est comme all over the place, puis c'est la vie qui te mène, dans le fond, ben c'est là que c'est un tourbillon. T'es là. Mais moi, je me dis, écoute, c'est moi qui conduis, là. Oui. Là, ok, je m'en vais. Ah ouais, moi, je m'en vais là. That's it. Tac, that's it. Mais prenez le temps. On peut prendre le temps, comme vous avez dit, par la méditation. Est-ce que ce serait une bonne chose aussi d'avoir un journal où on pourrait indiquer, on prend peut-être 5 minutes par jour, juste pour nous-mêmes, pour écrire à ce à quoi on pense, comment on se sent, pour apprendre à mieux nous connaître? Oui, ça, je pense que c'est une bonne idée. Moi, j'encourage les gens beaucoup à écrire. Puis en même temps, moi, j'écris beaucoup. Puis c'est un reminder aussi. De se dire, ok, ben t'écris. Mais là, à un moment donné, lis-toi. Ok, mais oublie pas là. Parce que des fois, on peut oublier. Oui. Mais regarde, c'est écrit. C'est là, c'est très bon point. Très bon point. Ouais. Donc, pour conclure, en cette période, je ne sais pas si tu voulais rajouter autre chose avant la non. Donc, pour conclure, en cette période difficile où beaucoup de gens ont dû mettre leurs rêves sur la glace ou encore ont perdu peut-être le travail de toute une vie,
Est-ce que vous aurez un message d'encouragement, bien de motivation pour Ouais. ces gens-là? Oui, bien sûr. Moi, je dis à toutes les fois qu'il y a une tempête, ouragan, whatever, ça brasse, à un moment donné, ça arrête. Puis là, on est dedans. Je suis conscient de ça. J'ai des amis aussi qui a perdu sa business. J'ai une connaissance, un moment donné, qui n'a pas vu la petite lumière au bout du tunnel. Puis malheureusement, il a passé à l'action. C'est un moment, c'est noir, non? Mais c'est de se dire, bah, écoute, on va s'attacher la ceinture, là, on va passer à travers. Puis justement de se préparer son mindset, là, de se dire, après, on va être encore plus fort. J'aime pas tout baser sur moi, mais moi j'étais dans cette situation-là. Tu sais, justement, j'étais avec ma fille justement en France quand ça commençait tout ça. Comme ça parlait de la COVID-19, là les gens, peut-être 2-3 semaines ça va passer. Oui. Ouf, c'est fou. Mais là on se rend compte de ça, je reviens au pays, tout ça. Bon, mes collections de vêtements, les magasins sont fermés, il n'y a rien qui se passe. Mes conférences, j'en avais plusieurs à travers le Canada, États-Unis, en Europe. En termes de revenus, il n'y a rien qui se passe. Là, je me suis dit, bon, ok, tu as deux choix. Ce n'est pas de se dire à tous les jours, ok, ça va mal, ça va mal, ça va mal, tu restes là. Ou sinon de dire, oui, ça va mal. Bon, ben écoute, comment on fait là? Il faut naviguer, après la tempête, il faut bouger, il faut faire de quoi. Puis moi, je dis, je vais être encore plus fort après. Je dis, aujourd'hui, on est beaucoup dans le digital. Oui. Je dis, ok, je connais un peu, mais j'ai pris un cours universitaire. Digital marketing. J'ai pris un autre cours de négociation. Je m'occupe. Les décisions qu'on va prendre en termes de business. Puis après ça, moi, je me dis, quand ça va tout ça va être terminé, là, moi, j'ai déjà mon mindset, là, c'est qu'on va péter des scores après, là. Wow. That's it. Puis ça, c'est ça que j'encourage les gens à faire. De se dire, oui, on est dedans. Ouais, c'est tough. On a de la misère de respirer, mais après ça, de se dire, ben, écoute, comment on peut être plus fort plus tard, là? Prépare-toi. On est tous capables. Featuring Busy.